Quand la douleur tient le corps. Alors je tiens à m'excuser auprès des quelques étudiants présents. Ils vont se dire, tiens, encore. Je vais parler d'un cas que vous connaissez bien parce que j'ai l'habitude de travailler en cours avec les étudiants. C'est un cas qui n'est pas issu de ma clinique. C'est un cas qui m'a été rapporté par une étudiante qui travaillait sur la fibromyalgie. Et donc, voilà, elle recueillait des témoignages concernant l'expérience vécue de patients qui sont dits diagnostiqués fibromyalgiques, donc qui fréquentent, là c'est dans un centre antidouleur qu'elle rencontre cette patiente-là. Donc elle va faire avec elle ce qu'on appelle un entretien exploratoire, donc vous avez comme ça une consigne générale de départ, et puis ensuite ce sont des relances spontanées qui sont faites, donc ça laisse quand même... c'est assez libre, on va dire qu'il y a de nombreuses thématiques qui peuvent être abordées par le sujet. Et donc elle revient avec cet entretien-là qui vraiment m'a laissé... quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est une mine d'or, voilà, parce qu'il est vraiment il est assez paradigmatique. En tous les cas, de ce qu'on peut appeler des psychoses discrètes. Donc, voilà. Alors, pour rappeler un petit peu je vais contextualiser un petit peu ces notions-là de psychose discrète. Donc, il faut savoir, alors, en psychopathologie, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, même si quand on pose un diagnostic structurel, on n'est pas forcément dans le pathos, c'est-à-dire que ça nous donne une indication en fonction des découpages qu'on a, hein, soit névrose, psychose, perversion, ou bien névrose, psychose, état limite. Enfin, ça nous donne avant tout une indication sur le rapport au monde, le rapport aux gens du sujet. On n'est pas forcément dans la pathologie. Voilà. Donc, dans cette discipline-là qu'on appelle la psychopathologie, vous avez deux grandes façons, on va dire, de concevoir les choses, qui est une façon qui nous vient stricto sensu de l'approche médicale que Canguilhem décrit très bien dans le normal et le pathologique. Il y a deux approches possibles, ce qu'on appelle l'approche du même ou l'approche de l'autre, qui sont des approches qui vont être dites soit catégorielles, soit dimensionnelles. Donc l'approche du même suppose qu'en fait il n'y a pas de différence majeure comme ça entre ce qui serait un état de santé et puis l'état de la maladie. C'est juste, ça se déplace, on va dire, comme ça sur un gradient. Donc effectivement, vous avez donc les approches médicales, par exemple le taux de cholestérol, eh bien, en fonction du taux de cholestérol, soit vous êtes dans la santé, soit vous êtes dans la maladie. Bon. Et l'approche de l'autre, qui est en fait donc cette approche-là, de l'autre et du même, c'est une distinction qui nous vient de Platon. Il avait déjà souligné ça. Et bien là, vous supposez que vous avez deux modes de fonctionnement qui sont structurellement différents, voilà, entre la santé et la maladie. Donc c'est pas inintéressant parce que même dans l'approche médicale, vous avez ces deux conceptions-là de la question de la santé et de la maladie qui s'opposent. Voilà. Hein, deux façons d'aborder les choses. Et en psychopatho, on a aussi cet aspect-là. Donc avec des approches plus structurelles ou des approches qui sont dites donc plus catégorielles, hein, avec l'autre, voilà, et des approches qui sont dites plus dimensionnelles. Donc on a depuis donc la psychanalyse amène une approche qui est essentiellement catégorielle, hein, avec névrose, psychose et perversion. Voilà, on différencie clairement plusieurs types de fonctionnement. Et de plus en plus, dans les différentes approches, une conception dimensionnelle qui a pris le pas, et ce qui a donné, notamment avec le DSM-5 dans la dernière version, un diagnostic qui a été très fortement discuté et très fortement critiqué par les psychiatres, qui est le syndrome de psychose atténuée, où la question de la fréquence d'apparition des symptômes devient voilà, un indicateur permettant de poser ce diagnostic-là.
Donc qu'il s'agisse des idées délirantes, des hallucinations ou du discours avec des communications incohérentes. Bon, voilà, donc on voit dans les indicateurs, est-ce que c'est présent une fois par semaine durant le mois écoulé, est-ce que ça s'est aggravé ou pas durant l'année écoulée. Donc ces indicateurs-là dimensionnels permettent de poser un diagnostic. Bon, ça a été très fortement critiqué lorsque cette notion-là, enfin ce diagnostic-là est sorti, hein, puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails de psychopatho, mais c'est le genre aussi de symptômes que vous pouvez retrouver chez des patients hystériques. Hein. Donc ça pose vraiment question, parce que vous pouvez vous retrouver à prescrire des antipsychotiques à des patients parfaitement névrosés. Hein. Bon. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, en tous les cas, des oppositions théoriques, on va dire, sur la façon de concevoir la psychose. Et une partie des oppositions repose justement sur une conception structurale qui peut être transitoire ou stable. Alors transitoire un peu à la façon de Melanie Klein, hein, c'est-à-dire que le sujet est d'abord psychotique et ensuite il évolue vers un mode de fonctionnement névrotique, et il peut, dans sa vie ultérieure, parfois, il peut y avoir un mode de fonctionnement psychotique comme ça qui émerge et puis qui ensuite se résorbe et on revient à un mode de fonctionnement névrotique. Donc le sujet peut passer d'un état à un autre. Pour Melanie Klein, c'est vraiment l'une des rares psychanalystes à tenir cette position-là. Soit vous en faites quelque chose de stable et le sujet psychotique, eh bien, il reste psychotique toute sa vie, et sujet névrosé, idem, et sujet pervers, idem. Bon, voilà. L'autre opposition, bien sûr, pose la question de la façon dont on aborde la réalité. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les cliniciens vont tous observer plus ou moins... ils ont affaire à des patients dont ils voient bien que le mode de fonctionnement n'est pas névrotique, et en même temps, ils ne présentent pas des signes pathognomoniques du type hallucination, idées délirantes ou perte de contact avec la réalité. Ça, en tous les cas, ce sont des critères qui sont essentiellement posés par les anglo-saxons. Ils ne les retrouvent pas, et donc ils vont comme ça commencer à poser un certain nombre de diagnostics. Donc, Catan va parler de pré-psychose, Donnet et Green vont parler de psychose blanche, Kestenberg va parler de psychose froide. Donc, voilà, des patients qui présentent, enfin en tous les cas sur le plan phénoménologique, hein, des symptomatologies ça un petit peu différentes. Alors bien sûr, si on reprend par exemple la notion de borderline qui est pensée par Kernberg, qui va être, enfin entre autres, il n'y a pas que lui, mais c'est une des figures majeures. Le borderline, pour Kernberg, il va vraiment en faire... Enfin, il dit bien dans son introduction que, voilà, il parle de ces patients qui ont un caractère psychotique avec des structures pré-schizophréniques, des schizophrénies ambulatoires, des schizophrénies pseudo-névrotiques. Enfin, ils en parlent comme ça, donc c'est un peu... voilà, navigue bien vu, hein, un petit peu perdu. Et il va parler également des personnalités comme si de Ellen Dodge. Donc Kernberg crée cette troisième structure pour lui, hein, borderline, à côté de la névrose et de la psychose. Et ça, on sait ce que Bergeret va en faire. Il va récupérer cette notion-là. Donc pour Kernberg, on ne peut pas passer d'une structure à une autre, d'accord ? Mais clairement, dans la terminologie qu'il emploie, le borderline est inspiré, enfin il y a un mode de fonctionnement d'un fond psychotique, quoi. Clairement, on voit bien là dans toutes les terminologies qu'il emploie. Alors que Bergeret, lui, va en faire une structure à part, distincte des deux autres, avec cette particularité, c'est que pour lui, l'état limite est astructuré. Ça, c'est un truc un peu particulier. C'est-à-dire que le symptôme n'a pas franchement de fonction, comme on peut le retrouver dans la névrose ou dans la psychose, où à chaque fois, le symptôme, dans les conceptions structurales, ont une fonction bien précise. Bon. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails.
Helen Dodge, elle-même, qui est citée par Lacan, hein, va repérer comme ça des patients qu'elle appelle comme si, des structures as if. Et elle dit ceci, voilà, leur relation à la vie, à quelque chose qui manque d'authenticité, encore que de l'extérieur, tout se passe comme si il n'y avait pas de manque. Donc, voilà, la particularité des comme si repose entre autres sur une apparente normalité et la présence d'une identification nécessaire au maintien de la stabilité psychique, même s'il s'agit d'un jeu d'acteurs désincarnés. C'est un petit peu comme ça qu'elle en parle. Elle note que toutes ces relations sont dénuées de toute chaleur, que les manifestations d'émotions sont formelles et que tout vécu intime est totalement exclu. Bon, donc s'ils se joignent, elle indique aussi ceci, s'ils se joignent si facilement à des groupes sociaux, éthiques et religieux, c'est qu'ils cherchent en y adhérant à donner un contenu, à une réalité à leur vie intérieure et à consolider la validité de leur existence au moyen d'une identification. Bon. Donc, quel repère ces patients-là qui ne présentent pas de structure névrotique, mais qui présentent un certain nombre de particularités. Donc, le cas dont je vais vous parler, je l'ai appelé Rémus. Donc, le diagnostic de fibromyalgie a été établi il y a une dizaine d'années quand l'étudiante rencontre ce patient. La survenue de la douleur est contigue à un épisode d'asthénie majeure que rien ne semble justifier. Rémus garde le lit toute la journée, n'ayant plus la force de se lever, y compris à des fins d'hygiène. Donc il dit ceci. Parce que je suis, à un moment donné... Alors, je reprends le texte, hein, vous allez voir, c'est très, très assuré. J'étais tellement au fond que j'assumais absolument plus rien. Et puis j'ai passé, mais je crois, 8 heures sur 10 au lit. Mais j'avais quand même plus la force de sortir de mon lit, aller aux toilettes. Ça demandait déjà tellement d'efforts, ça a duré quelques mois. J'étais un vrai zombie. J'avais même pas la force de réagir. Je savais, que je devais, mais je n'y arrivais pas. J'avais pas le ressort et tout. Et un jour, tout doucement, je sentais, ah tiens, j'arrivais à aller un peu mieux. J'arrivais à prendre un peu plus, et puis c'est revenu. Et après, il y a eu une accalmie dans les douleurs, et il y a eu à peu près, je crois que c'était à peu près 6 mois sans douleur, une forme olympique. Je dormais, mais maximum 3 heures par nuit, et après je pétais le feu. Je pouvais tout faire, mais il n'y avait pas de travaux assez durs pour que je puisse les faire et tout. Hein. Je rangeais de la cave au grenier au milieu de la nuit, et tout ça, c'était une forme, waouh. Et après, ça a recommencé, à nouveau, tout doucement. Et je me suis dit, non, là, tu ne touches plus parce que sinon, c'est foutu. Tu ne te couches plus parce que sinon, c'est foutu. Et là, je me suis mis à adapter, à faire. Je me disais, il est hors de question que ça redevienne comme avant. C'était comme c'était à ce moment-là. Bon, c'était ce qu'il fallait pour ça, pour prendre conscience, peut-être. Alors, donc, il y a des fluctuations là qu'on repère qui sont assez majeures. Hein. Le patient passe de l'asthénie à l'asthénie, donc une sorte d'apathie comme ça, enfin, plus d'énergie, à l'asthénie, donc avec une énergie, il dit très bien qu'il ne savait plus quoi en faire. Donc ça témoigne quand même d'une jouissance qui semble être sans limite, en dehors de celle imposée par la maison, hein, parce qu'il fallait tout ranger de la cave au grenier, et qui semble emporter le corps sur son passage. La causalité de ces amplitudes reste difficile à cerner. L'intervieweur. Et qu'est-ce qui a fait que vous aviez touché le fond comme ça ? Rémus, je ne sais pas du tout, je sais. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. La seule image que j'ai encore, c'est que j'étais tout le temps couchée. J'arrivais même pas à aller chercher ma petite dernière à l'école, alors que c'était avant. Ça aurait été inimaginable que je délègue ça. C'était mon plaisir. Voilà, c'était plus possible. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et je ne sais pas, c'est comme si avant, il n'y avait plus rien. Voilà, on a effacé. J'étais ficelée à mon lit. Mon corps, il ne pouvait pas. Il refusait de fonctionner. L'intervieweur, c'était la dépression ? Oui, avec le recul, après, j'ai dit que ce n'était pas uniquement les douleurs physiques. C'était la dépression, j'ai eu. Mais sur le coup, c'était pour moi, c'était que le physique.
Ça, je sais que sur le coup, c'était que le physique. Mais après, avec le recul, je me suis dit, bon, bah voilà, c'était la dépression. Et puis après ça, non. Et puis après, bon, je sais pas. Donc, alors on voit bien que ce terme-là de dépression, c'est un terme qui est amené par l'étudiant. Donc il s'approprie, mais il dit bien quand même que sur le moment, c'était physique. Enfin, voilà, il n'y a rien qui ressemble à quelque chose de dépressif ou des affects dépressifs chez ce patient-là. Mais il se retrouve ficelé à son lit. Voilà, c'est le corps qui ne pouvait plus bouger. Hein. Donc les douleurs vont limiter son agir. Hein. Lors de cet épisode, Rémus ne se sent pas déprimé, c'était surtout le corps. L'absence de douleur morale caractérise cette phase pourtant qualifiée de non-vie, ça il le dira un peu plus tard dans l'entretien. Après l'absence de douleur et la présence d'une jouissance débridée, les douleurs reviennent, mais Rémus refuse de se coucher à nouveau. Il va faire avec. Alors, jeune adulte, Rémus revient sur un épisode, il a consulté une psychiatre, l'occasion pour lui de travailler sur des attouchements qu'il a subis durant l'enfance. Voici ce qu'il en dit. Alors, je pense que quand on verbalise pas, quand on sort pas les mots, et là il fait le signe de sortir quelque chose de sa bouche, et ben ça va s'installer quelque part. Ça doit former des nœuds, des boules, des machins quelque part, des torsions, je sais pas. Je pense que ça doit être ça, parce que je sais que pendant longtemps, j'avais un suivi psychologique parce que j'étais jeune, j'ai subi des attouchements et bon, ça me bloque au toucher et à des choses comme ça. Donc il fallait verbaliser. Mais je crois que j'ai mis des années jusqu'à ce que le mot il sorte de ma bouche. Mais c'était une psychologue, non, une psychiatre, la dame à l'époque. Le mot était là, il montre le bout de sa langue. Et je lui disais, parce que je savais exactement ce que c'était. C'était le mot. Le mot était là, il montre à nouveau le bout de sa langue. Et il ne sortait pas, mais je vomissais. Quand je sortais de sa séance, je vomissais tout le temps. Donc, alors, il ne dira pas le mot, le fameux mot, voilà, qu'il y avait sur le bout de la langue. Hein. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien comme l'expression « avoir le mot sur le bout de la langue » est pris au pied de la lettre chez ce patient. Donc lui, il associe spontanément, en tous les cas, ses attouchements à ce que le corps peut fabriquer. Bon. Donc l'intervieweur, en évoquant le surgissement des douleurs, lui dit ceci. Donc ça se serait déjà installé dans le corps à ce moment-là, un petit peu, Rémus. Moi, je pense que c'était déjà là. Je pense que c'est déjà arrivé très jeune, mais mon oncle et ma tante, qui se sont toujours beaucoup occupés de moi, me disent toujours « Mais souviens-toi, à 17 ans, combien de fois tu avais des bandages autour du poignet ou à la jambe, et quand on te demandait ce que tu avais, tu disais « C'est parce que j'ai mal, parce qu'il faut que je le tienne ». Et apparemment, donc peut-être que c'était peut-être déjà ça. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà mal. Donc après, il y a eu une période où c'était plus calme, et puis après, voilà. Donc à 17 ans, Rémus portait donc des bandages autour des poignets, autour de la jambe, parce qu'il avait mal. Et donc, il dit bien, ces bandages visaient à faire tenir le corps, hein, au sens littéral du terme. Donc la douleur va s'apaiser ensuite 15 années durant, puis revenir lors de l'épisode d'asthénie, hein, quand il est ficelé à son lit. L'occasion d'une opération chirurgicale va révéler l'importance de la myalgie, l'importance de la douleur. Rémus. C'est ma maladie, oui, c'est aussi une partie de moi. Ce qui est très très bizarre, c'est que j'avais presque l'impression d'être amputée de quelque chose. Alors, j'avais été opérée, je ne sais plus, il y a quelques années aussi. Donc, j'étais opérée, sous pompe à morphine et tout, et j'étais bien, mais j'étais pas bien. L'intervieweur, vous aviez déjà eu le diagnostic ? Rémus. Oui, mais j'étais pas bien. Et je me disais, mais c'est pas normal, t'as pas mal, tout va bien, pourquoi dans ta tête que t'es pas bien ? Et je me sentais insécure. Et j'arrivais pas à trouver pourquoi, et je me disais alors que j'avais pas du tout appréhendé l'opération, que j'avais pas... tout allait bien, et dans ma tête, il y avait un souci. Et quand on a commencé à baisser la morphine, tout d'un coup, j'ai à nouveau mal. Eh bien c'est bon.
c'était bon, j'étais à nouveau moi. Et ben ça, c'était... J'avais retrouvé ma copine. Et je me suis dit, mais t'es fada. J'étais presque content parce que j'étais à nouveau moi. Parce que je crois que j'aurais été très perturbée de plus la voir. Je sais pas, il m'aurait fallu, je sais pas, mais ça m'a fait, mais t'es fou, toi maintenant, t'es complètement fou. T'es content parce que t'as à nouveau mal. Mais ouais, j'existais. La douleur est une nécessité pour le patient, pour qu'il puisse, selon ses propos, être moi. Bon, Nico, l'exposé de Thierry. La douleur lui permet de se faire un corps. Rémus énonce la façon dont la douleur vient compenser le reflet dans lequel il ne se reconnaît pas. Rémus, si je n'ai pas mal, j'ai l'impression de ne pas être. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Mais quand j'ai mal, c'est là que je sens qu'il y a. Que je ne suis pas qu'une tête, que j'ai un corps, que j'ai des parties de corps en tout cas. Autrement, je n'ai pas l'impression d'avoir. Je ne peux pas me décrire, je n'ai pas d'image. Même quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un, mais voilà. Alors que mes douleurs, ça m'appartient vraiment. C'est vraiment au moment où je les sens, c'est là où il y a la douleur que la partie existe. Le reste n'existe pas. Mais quand j'ai mal, ça existe. Voilà quoi. T'as une épaule, voilà. C'est pour ça, je me dis, je crois que la fibro, elle m'a bien trouvée. Parce qu'on fait la paire. Des fois, je me dis que la fibro, je me la suis peut-être fabriquée. La douleur, c'est une partie de moi. L'annonce du diagnostic de fibromyalgie aura un effet de soulagement pour le patient. En se questionnant sur la fonction des douleurs, il indique. Peut-être que c'est une façon pour... oui, peut-être. La douleur, je sais que... Voilà quoi, je fais des douleurs et je me dis, mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est ton inconscient qui fait quelque chose? Bon, le ressenti est réel. Quand j'ai des torsions et tout, des machins, c'est réel. Mais je me dis quand même toujours, alors je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose? La tête, elle fait un truc ou quoi? Mais non, des fois quand même, ça arrive. L'intervieweur, c'est important pour vous de savoir si vous avez ce besoin, savoir ou peu importe. C'est un questionnement qui vous vient comme ça ou ça vous questionne vraiment? Rémus, non plus comme avant. À un moment donné, je me questionnais beaucoup parce que je me disais, je pensais devenir fou, je me disais, quand il y a déjà eu ce mot, fibro, mais c'était la délivrance totale parce que, non, t'es pas fou, ça existe, voilà, il y a quelque chose, il y a un mot, donc t'es pas fou. Après, oui, il y en a qui disent que c'est psychologique et tout, et puis ça existe et tout, mais bon, les douleurs sont là. Et le psychologique, il peut très bien les créer, donc je sais pas, ouais, bon. La participation à un groupe sur un réseau social permet également de faire tenir le nouage dans un registre imaginaire. Rémus adresse régulièrement des messages au groupe pour faire part de ses douleurs. Je sais pas si j'ai tout sans l'autre, on n'est rien. Sans l'autre, on n'est rien, voilà. Et c'est aussi la richesse du groupe. Il parle là du groupe, alors à la fois du groupe de parole, auquel il se rend donc dans le centre antidouleur, mais également du groupe Facebook, auquel il participe. Voilà, c'est parce que quand voilà, des fois le matin sur Facebook, coucou, j'ai passé une nuit d'enfer, j'ai tellement mal là, qui a mal là? Et puis, touc, dans le téléphone. Et puis moi aussi, j'ai eu la même chose là. Moi, ça va, moi j'avais ça hier, moi j'ai... Et alors, on a très souvent mal aux mêmes endroits, au même moment, et tout. Et là, on se dit, c'est pas que psychologique, puisque les copains, eux aussi, ils ont la même chose. Alors, pour rappeler... ce cas, il est assez paradigmatique parce qu'il témoigne aussi vraiment de l'importance, en tous les cas, de l'intérêt, je veux dire, du découpage que va nous offrir Lacan concernant son fonctionnement psychique, qui est le réel, le symbolique et l'imaginaire. Le symbolique, pour Lacan, il ne faut pas l'entendre au même sens que le symbolique employé dans d'autres courants psychodynamiques. Ça, c'est vraiment une particularité. Dans d'autres courants psychanalytiques ou psychodynamiques, et bien dans le symbolique, on entend à la fois ce que Lacan va y mettre, mais également ce que lui entend par imaginaire. Et lui, il va faire vraiment un découpage comme ça, un très précis
voilà, de ce qu'il repère sur le fonctionnement psychique. Donc c'est un peu sa topique à lui, hein, si je puis dire. Voilà, réel, symbolique, imaginaire. Donc il va le poser par le triptyque du nœud borroméen. Donc l'intérêt du nœud borroméen, c'est un nœud qui est assez ancien, qui remonte au grec. C'est qu'il pose l'équivalence des 3 registres, des 3 ronds. Si vous dénouez l'un d'entre eux dans ce nouage très particulier, que je vous invite à aller fouiller, à reproduire ça chez vous, eh bien, si vous en libérez un, les 2 autres ne restent pas attachés ensemble. Ils sont libres aussi. Donc, ils sont libres tous les 3. Voilà. Donc, alors, le réel... donc là, les définitions que je vais vous en donner, ça va être assez grossier, si je puis dire, parce que si on reprend chacune des notions, elles vont évoluer au fur et à mesure de la façon dont Lacan avance aussi dans ses séminaires. Donc voilà, je ne rentre pas du tout dans ces détails-là. Le réel, pour Lacan, donc ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est ce qu'on ne peut pas nommer, ce qu'on ne peut pas dire, c'est l'indicible. Donc c'est innommable à entendre dans les 2 sens du terme, c'est à la fois ce qui est horrible et ce qui ne peut pas être dit. Donc Lacan va avoir cette formule, là il va dire le réel n'existe pas, puisqu'on ne peut rien en dire. Hein. Donc il y a 2 aspects, hein, habituellement reconnus comme relevant du réel pour la psychanalyse, c'est Eros et Thanatos, donc ce qui va relever de la sexualité et de la mort. C'est pas pour rien que le cinéma hollywoodien en use et en abuse de ces choses-là, parce que c'est ce qui n'est pas représentable, c'est ce qui horrifie et en même temps c'est ce qui fascine. Donc plus vous en mettez dans les films, et bien plus les gens y vont. Voilà. L'imaginaire, second registre. Donc l'imaginaire est à entendre au sens de l'image et pas de l'imagination. Hein. Donc Lacan va le formaliser à travers le stade du miroir. Ce moment où le sujet s'identifie, s'approprie son reflet, ce qu'il voit dans le miroir et qui déclare « voilà, c'est moi ». Donc il y a une forme c'est une première identification, voilà, sur laquelle ensuite toutes les autres auront lieu. Hein. Mais donc le sujet s'approprie son image et ça lui... Comment dire, il va jubiler en tous les cas de cette unité là de l'image qui lui est renvoyée par le reflet dans le miroir. L'imaginaire, c'est cet aspect-là, donc l'image, voilà, du sujet, mais également le sens, la signification. Ça, c'est un truc aussi particulier qui n'est pas assez souvent souligné. Tout ce qui relève du sens et de la signification relève du registre imaginaire. Quand on fait une interprétation et que ça relève du sens, eh bien, il y a une dimension imaginaire. Voilà. Donc le registre symbolique, pour Lacan, ça renvoie donc au registre de la parole, mais là aussi c'est très frustre en soi parce que ça ne relève que du son. Hein, donc on a déjà plusieurs fois fait cette distinction entre le signifiant et le signifié, et ça relève uniquement du signifiant, c'est-à-dire du mot, mais uniquement dans son aspect phonétique et pas du tout du concept. Hein, parce que ça va plutôt du côté imaginaire. Voilà, donc le symbolique, c'est vraiment ce qui relève du son, le mot uniquement dans sa qualité acoustique. D'accord ? Bon, je suis passée vite. Hein. Mais alors, quand on reprend le cas de Rémus avec ces 3 registres, on constate que Rémus va présenter plusieurs particularités. Dans son discours, d'une part, la métaphore semble lui échapper. On voit bien que les mots sont pris au sens littéral. Il n'y a pas de distance entre le mot et la chose. Hein. On voit bien à travers l'usage de la métaphore avoir le mot sur le bout de la langue, voilà, et qui n'emploie pas cette métaphore. À chaque fois, il fait le geste. L'ordre imaginaire, au sens de l'image, est également affecté.
Le sujet voit quelqu'un, mais un autre dans le miroir. Hein, il ne s'y reconnaît pas. J'ai bien mentionné ce passage-là? Oui. J'ai plus, là j'ai un doute. Oui, oui. Donc il ne reconnaît pas son reflet comme étant le sien. En outre, l'épisode de Steny donc, témoigne, à un moment là, il est très actif, témoigne d'une jouissance illimitée qui se déchaîne dans le corps du fait de l'absence de perte, puisque évidemment l'hypothèse, enfin, là, quand même sur le plan du diagnostic structurel, hein, c'est pas un patient qui a été confronté à la castration et à la perte d'une jouissance. Voilà, donc il y a une jouissance comme ça complètement débridée qui va se manifester. L'expression de non-vie également semble alors qualifier le vide des affects. La douleur de Rémus relève de la jouissance et du réel. La douleur comme telle, c'est une dimension qui relève, donc c'est une jouissance qui se manifeste, donc qui relève du registre du réel, hein, au sens lacanien. Ainsi, la fibromyalgie offre une solution qui se déploie dans les trois registres. Sur le versant du réel, elle va permettre de localiser la jouissance dans une partie du corps en la nommant. Il dit très bien, quand j'ai mal à tel endroit, j'ai une épaule. Voilà, elle existe. Donc, ça localise cette jouissance. La douleur circonscrit donc un lieu qui rejoint les nominations et découpages populaires de l'organisme par le signifiant, donc l'épaule, la jambe, le bras, etc. Et permet donc de faire exister ce corps morcelé. Sur le versant symbolique et imaginaire, la nomination du réel, donc la nomination des douleurs qui sont ressenties, d'accord, grâce au diagnostic de fibromyalgie, a un effet de soulagement face à l'angoisse. Parce que ce patient-là, il était quand même angoissé face à toutes ces douleurs en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je ne suis pas fou, hein? Donc ça, très souvent, quand même, chez les patients, quand il y a un diagnostic qui est posé, ça a un effet de soulagement. Ça, c'est assez récurrent. Ce sont des choses assez récurrentes qu'on retrouve dans la clinique. La jouissance s'ancre donc dans un nom, le registre symbolique, donc fibromyalgie, en donnant un sens à la douleur, donc la dimension imaginaire. D'accord ? Donc on voit bien comment ce mot-là, ce S1 particulier, fibromyalgie, va déployer ses effets dans les trois registres. Donc par ailleurs, la fibromyalgie permet de donner une consistance au moi du sujet. La fibro, c'est ma maladie, c'est une partie de moi. Rémus peut alors s'identifier à une communauté et y trouver des points de transitivisme, soutenant son image et procurant une assise au moi, tant sur le plan identitaire qu'au niveau spéculaire. Alors, moi, je préfère qu'on parle, en tous les cas, dans la psychose, plutôt de transitivisme que d'identification. Si l'identification relèverait plutôt du névrosé, le transitivisme, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier aux psychotiques. Donc le transitivisme, on en parle aussi en psychologie du développement. Le transitivisme enfantin, c'est le moment où l'enfant, voilà, le petit enfant qui regarde un camarade tomber par terre et qui se met à pleurer. Il lui est rien arrivé. Mais on voit bien comment il est happé comme ça par l'image de l'autre et il se confond avec l'autre. Là, on est exactement dans ces mêmes processus. D'un point de vue diachronique, c'est-à-dire la façon dont ça se déploie un petit peu dans le temps, donc survient d'abord une jouissance qui est localisée dans le corps, puis la nomination diagnostique dont découle ensuite le transitivisme, avec l'identification par l'image donc à l'autre, disons. Hein. Donc on voit bien comment les brins se sont noués progressivement, pour ainsi dire. Donc la solution des douleurs localisées aurait-elle tenu autrement? Ça, on peut se poser la question. On ne peut pas l'affirmer, mais en tant que clinicien, évidemment, il est central de ne pas modifier le rapport aux symptômes du patient. Les médecins du centre antidouleur ont d'ailleurs toujours pris la précaution de ne pas prescrire d'analgésique à Rémus. Donc les médecins ont compris la fonction que la douleur avait pour Rémus.
Voilà, donc c'est le seul patient, et donc il participe au groupe de parole, voilà, mais il ne reçoit pas d'analgésique. Alors, bon, donc là, on a effectivement affaire à une psychose qu'on appelle, alors ça dépend des orientations, mais Jacques-Alain Miller va parler de psychose ordinaire, d'autres parlent de psychose discrète. Si on reprend la logique un petit peu borroméenne qui est amenée par Lacan, l'idée c'est que comme il y a un ratage dans le nouage, donc les trois nœuds, donc on voit bien là sur le second schéma, les trois cercles sont indépendants l'un de l'autre, se défont, hein, donc il y a une certaine dislocation comme ça du nœud borroméen, et il y a un quatrième qui va permettre de faire tenir les trois ensemble, ce qui est appelé, donc, ce que Lacan va appeler le symptôme. Bon, je ne vais pas rentrer alors, un peu plus dans certains détails. Alors, je voudrais encore souligner peut-être une chose ou deux. En psychogénétique, le propre de la psychogénétique, c'est de se questionner, s'intéresser à la genèse des symptômes et à la causalité. Bon. Dans cette perspective, d'ailleurs, quand j'ai fait lire ce cas à plusieurs collègues, il y en a plein qui m'ont dit « Non, mais en fait, c'est facile. Enfin, c'est parce qu'il a eu des attouchements enfants qu'il a développé ces symptômes-là. » Voilà. Donc, le traumatisme est là et c'est ce qui a donné naissance aux symptômes. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la notion de traumatisme, c'est devenu un petit peu l'explication à tout. Voilà, c'est un signifiant qui permet d'expliquer tout ce qui pourrait être observé en termes de symptomatologie. Donc ça envahit en tous les cas beaucoup les discours à la fois on le retrouve beaucoup dans la bouche des cliniciens, mais aussi dans la bouche des chercheurs. Et cet élargissement, en tous les cas, ne permet pas de questionner la logique psychique qui est celle du patient. Donc c'est évoqué à des fins de causalité, et quelque part, ça c'est du coup une causalité comme ça, une étiologie qui est commune à tous. Finalement, on retrouve dans les textes de Freud se questionne sur comment les sujets deviennent névrosés ou psychotiques. Et dans son texte, Névrose et psychose, il dit finalement, ces sujets sont l'un comme l'autre confrontés à une frustration, mais la réponse va être différente. Voilà. Et je crois que, en tous les cas, à travers cette notion de traumatisme, c'est un peu utilisé de la même façon, comme ça, une perspective causale, mais finalement, ça ne dit pas grand-chose de la réponse. Qui peut être déployé par le patient. Bon. Donc je crois qu'il faut... ça reste important de distinguer les deux, c'est-à-dire que ça ne s'exclut pas forcément, mais la causalité, ce n'est pas forcément la réponse du patient. Et la question du diagnostic structurel permet, en tous les cas, d'apporter une nuance, au-delà d'un signifiant qui viendrait tout expliquer. Alors, malgré tout, le diagnostic structurel, ça reste quelque chose de délicat, puisque rien ne ressemble autant à une symptomatologie névrotique, ça c'est souvent ce qu'on peut lire, qu'à une symptomatologie comme ça de psychose ordinaire. Alors, on voit bien que la simple perte de contact avec la réalité, ça peut difficilement constituer un indicateur, et ça reste quand même un des indicateurs qui est largement utilisé par des approches anglo-saxonnes. Le danger pouvant résider dans un glissement d'un repérage structurel des indices à une approche purement phénoménologique.
Lorsque l'intensité et la fréquence des manifestations constituent des éléments sémiologiques, ces derniers peuvent ajouter au flou nosographique actuel, tel le syndrome de psychose atténuée, avancé dans la dernière version du DSM. Mais l'importance de l'hypothèse diagnostique s'impose du fait de l'orientation du travail. Chez le patient névrosé, le symptôme énonce une vérité dont le sujet ne veut rien savoir. Le travail vise donc à le tempérer, le déplacer à partir de la reconnaissance par le sujet de cette vérité en interprétant sa jouissance. C'est le Wo es wahr, soll ich werden de Freud. Voilà. C'est-à-dire où le sujet doit se reconnaître à minima dans ces manifestations de l'inconscient. Un petit peu l'idée. Dans le cadre de la psychose, l'objet n'est pas de réduire le symptôme, mais plutôt de le respecter, puisqu'il permet au patient de réguler sa jouissance, de stabiliser le monde mouvant dans lequel il évolue, et ou de se faire une image. Comme l'explique Malval, il ne s'agit donc pas de s'orienter dans le déchiffrement du symptôme, ni sur une élucidation du passé, ni sur le dégagement d'un objet de jouissance, mais de favoriser l'émergence d'une solution qui permet de restaurer un nouage des dimensions de la structure subjective, symbolique, imaginaire et réelle. Il convient ainsi de se prêter à la recherche d'inventions inédites ou à la restauration d'un branchement. Donc évidemment, ça ne doit pas inhiber le clinicien, mais au contraire, je trouve que ça invite en tous les cas le clinicien et le patient à inventer, aussi dans sa pratique clinique. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit bien là que l'approche structurelle, elle ne vise pas à une élucidation du passé comme le viserait une perspective psychogénétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de recherche de causalité, mais avant tout de compréhension de ce qui se passe pour le sujet, à partir de ce qu'il amène dans les éléments de l'entretien. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Barbara, pour ce cas rapporté, en fait, et que tu as présenté avec rigueur, et surtout la rigueur clinique, parce que c'est ça que tu amènes, il ne s'agit pas dans l'accueil clinique d'appliquer quelque chose qui serait de l'ordre d'une recette, qui serait de l'ordre de quelque chose qui serait préétabli, mais au contraire, avec la boussole lacanienne que tu amènes, d'accueillir et d'entendre la logique qui se dégage et qui est propre au cas. Ce qui est un exercice difficile. Oui, même si chez ce patient, quand même, il le verbalise. C'est incroyable à quel point il peut témoigner de ce qu'il vit, la façon dont il peut le transmettre. Alors, c'est pas sans difficulté, parce que c'est vrai qu'à la lecture, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais il y a beaucoup de coupures, oui. De points de suspension. Mais il peut quand même dire ce qu'il vit. Voilà, donc il peut témoigner de ce qu'il vit. Oui. Oui, il s'agit d'accueillir et de se repérer à partir de son témoignage. Bon, c'est toutes les difficultés. Et en même temps, là, elle a été fine. La personne qui a mené l'intervieweur a été très, très... Bon, il a entendu les nuances et des choses qui relèvent justement d'une certaine finesse. Oui, l'étudiante, il y a eu un point de bascule où vraiment elle lui dit le plus important, c'est la façon dont vous vivez cette douleur et ce que ça fait pour vous. Elle l'amène comme ça, et puis là, voilà, vraiment le patient déploie toutes ses particularités dans son rapport avec cette douleur. Ouais. Alors, juste une dernière chose avant de passer la parole. Il y a deux points importants qui me sont apparus.
d'abord la question de la nomination. Le diagnostic vient nommer quelque chose et il est singulier, il a un effet singulier pour ce patient. Et tu l'opposais à ce que moi j'ai entendu notamment pour le traumatisme aujourd'hui, à une espèce de nomination généralisée qui justement peut-être n'a pas le même effet de singularisation ou de particularisation. Oui, parce que c'est envisagé du côté de la causalité. Alors j'ai fait un espèce de parallèle peut-être un peu maladroit, mais c'est vrai, Freud l'a fait aussi, avec la question de la frustration. Et puis, finalement, Lacan aussi, quand il nous parle sur la fin de son enseignement, de forclusion généralisée. Bon, c'est tous forclos. Enfin, c'est très différent dans les approches, évidemment. Mais il y a quelque chose comme ça, enfin, d'une causalité qui est plus ou moins la même pour tous. Et puis après, chacun va y répondre quand même de façon différente. Mais en tous les cas, avec une approche structurelle, il y a des grandes lignes comme ça qu'on peut repérer dans les réponses qui sont apportées. C'est-à-dire, il y a vraiment différents niveaux de lecture, parce qu'il y a la causalité qui serait la même pour tous. Il y a après les grandes structures, là en tous les cas pour les lacaniens, donc névrose, psychose, perversion, enfin et encore ça dépend des lacaniens, là, il y a des débats sur la perversion, mais névrose, psychose, perversion, et puis après il y a encore le niveau de lecture le plus fin qui est quelle réponse vraiment particulière le sujet déploie. Enfin, ça fait vraiment à chaque fois des niveaux de lecture un petit peu différents. Mais... Tu parlais du nom aussi donné à la maladie. Oui. Et moi, je pensais que c'est important de rajouter un point sur ce nom donné, à cette douleur. Ce que j'avais noté, c'est qu'à ce qui la menace de devenir fou, ce nom donné lui procure une délivrance totale. Parce que là, il y a un mot qui est donné. Et je trouve que ça serait important de soulever ça, parce que la fibromyalgie permet la nomination. Tu as une épaule. Quand tu as mal, ça existe. Et à partir de ce signifiant qui est donné, signifiant fibro, eh bien ce signifiant vient s'ordonner d'autres signifiants qui nomment, grâce à la douleur, des parties du corps. Donc ça existe. Alors certes, ça ne permet pas d'avoir un essaim qui représente le sujet en tant que trait unaire, c'est-à-dire un trait prélevé chez l'autre. Hein, Lacan dit que ce trait prélevé chez l'autre, le trait unaire, c'est comme un signe qui intériorise le regard de l'autre. Donc c'est, pour refaire le lien avec la question du regard, ce trait-là, c'est quelque chose qui intériorise le rapport qu'il y a à l'autre, et dans le miroir, et en même temps au niveau du symbolique. C'est qu'on voit bien le lien entre symbolique et imaginaire, le croisement des deux. Identification, enfin juste ce qu'on pourrait appeler identification. Là, c'est le point identitaire. Là, ça serait le point identitaire. Or, ce point identitaire, elle ne l'a pas. Donc, il va falloir qu'elle construise ce que tu appelles un symptôme. C'est-à-dire, ce symptôme va lui être donné, au fond, grâce à cette prononciation mot fibromyalgie, ça va lui permettre de saisir quelque chose. Ce point, alors le point idéal du trait unaire, du trait unique, chez le névrosé, c'est le signe de l'assentiment de l'autre, qui est un choix d'amour que le sujet opère et qui est là, qui se repère dans le miroir. Le sujet, il fait donc coïncider son rapport avec l'autre. Par ce rapport où l'autre lui dit tu es cela, tu t'appelles un tel, etc. Donc dans ce rapport d'amour, il y saisit un trait unaire, un trait unique, qui va être une nomination. Ça pourrait être le prénom, ça pourrait être beaucoup de choses d'autres, quelque chose qui va saisir. Ce qui apparaît chez cette patiente-là, ce patient, c'est un bricolage de trait unaire au fond. Parce que ça ne permet pas de nouer le corps au signifiant. Mais en tout cas, ça permet de créer un nouage, le quatrième nœud que tu as signalé par le symptôme. Fibromyalgie vient comme une sorte
de possibilité de nouer quelque chose avec le corps et avec une domination. Ce nouage ou ce ficelage, elle en dit quelque chose d'ailleurs quand elle dit que son corps, on voit bien qu'elle est à la recherche de ça, quand elle dit que son corps est ficelé sur le lit. Hein, on voit bien qu'elle en appelle, c'est intéressant son cas, parce qu'on dirait qu'elle dit ce qu'il lui faut. Elle en a un appel de quelque chose qui vient ficeler, nouer justement, faire nouage. Là, elle est ficelée au lit grâce à la douleur. Donc la douleur, on voit bien qu'elle a la fonction, effectivement, de ce que fera après le mot, le signifiant fibromyalgie. Et elle arrive ce corps qui part en lambeaux grâce à ça, comme d'ailleurs elle le faisait avec les bandelettes. Les bandelettes lui permettaient aussi de ficeler aussi tout ça. Ficeler un corps qui ne tient pas. Mais il ne tient pas pourquoi? Il tient pas parce qu'il n'y a pas des signifiants qui viennent le faire tenir. Il n'y a pas ce rapport à l'autre qui va faire tenir et construire une image unifiée du corps. Donc il y a un semblant de S1 grâce à ce mot, à ce signifiant fibro, car il n'est pas le signe qu'elle choisit. On lui donne ça, ça vient d'extérieur, ce n'est pas quelque chose qu'elle prélève, elle. Ça lui est donné pour construire quelque chose. Et là où le trait unaire, le S1, permet d'organiser à partir de ce 1, de ce point 1, tous les autres signifiants, S1, S2. Hein, le S2, c'est le trésor des signifiants. Le S1, c'est ce trait unaire qui est prélevé parmi les autres signifiants pour organiser ce monde du grand O, ce monde des mots, ce monde des signifiants. Et là, le signifiant fibro supplée à ce S1 qui est manquant. Ce S1 s'opère d'une extraction dont elle nous signale que pour elle, ça n'arrive pas à s'extraire. C'est le mot qui ne sort pas et qui est au bout de la langue. En fait, quand elle dit « je l'ai au bout de la langue », c'est ce S1 qui ne tombe pas, ça ne tombe pas. Et donc l'opération symbolique qui consiste en une chute, une aphanésis du sujet, elle signale par là que ça ne se produit pas. Ça reste au niveau du corps, tout au plus ça se vomit, c'est-à-dire c'est du côté d'une Verwerfung, c'est-à-dire d'un rejet et non pas de quelque chose qui est dans la névrose est du Ausschussung, c'est-à-dire d'une mise au dehors. Mais ça, bon, on verra plus tard. Oui. Donc avec la fibro, ça permet de faire une sorte de paire, ça fait la paire, elle le dit, ça fait la paire S1, S2. Mais une fausse paire. Voilà ce que je voulais rajouter sur Oui. Oui, en fait, pour compléter ce que vous dites, c'est vrai que derrière le mot fibromyalgie, il y a certainement autre chose. Parce que sur le plan médical, la fibromyalgie, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire mal à certains points musculaires et certaines fibres. Mais on sent bien que si on lui dit ce que vous avez, c'est que vous avez mal à certains points ou certaines fibres, ça ne va pas avoir la même fonction que lui dire vous avez une fibromyalgie. Et la personne, du coup, elle dépose quelque chose dans le mot fibromyalgie. Ma question, c'est, je suis toujours un peu embêté parce que après, on met quand même une étiquette. Alors peut-être que ça a le rôle de ficelle et que ça permet d'unifier le corps, mais comment on se libère de ce mot après? Parce qu'après, c'est une étiquette que souvent, c'est des maladies chroniques qu'on a à vie. Est-ce qu'on n'enferme pas la personne dans une étiquette? Alors, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ces étiquettes-là. Hein, ça concerne aussi beaucoup de maladies chroniques où on n'a pas forcément derrière de consistance au niveau diagnostic médical, mais on utilise ces mots quand même et on sent bien que ça sert aux patients, mais que en même temps, ça les enferme. Voilà. Alors, tout dépend de la structure du patient. C'est-à-dire qu'effectivement, précisément, l'Arimus, ça ne l'enferme pas, ce mot-là. C'est une nécessité pour lui, en tous les cas. Hein. Donc évidemment, faut le ménager, ce mot-là. Voilà, faut qu'il puisse le conserver. Par contre, s'il s'agit d'un patient névrosé, dont on voit que
effectivement, ça peut peut-être l'enfermer, qu'il peut rester là-dedans avec une fixation, parce que des fois on voit ça dans la névrose, une fixation à certains signifiants, peut-être que, oui, s'en libérer ou faire un pas de côté pour comprendre la fonction de ce symptôme-là, et que ça puisse bouger un petit peu, que ça puisse se déplacer un petit peu, hein, ça peut faire du bien, ouais, ça peut amener un peu d'air. Voilà, donc tout dépend de la structure. Voilà. Et de la fonction que ça prend pour le patient. C'est pour ça que l'importance, en tous les cas, du diagnostic structurel, à minima, permet quand même nous donne, en tous les cas, une boussole sur le plan clinique. Ça nous offre ça. Comment cette maladie que l'on nomme aujourd'hui comme la fibromyalgie ont été nommées et considérées par Freud à l'époque? Ça, c'est une excellente question. Oui, ces mots-là sont récents. Il y a plein de terminologies. Il y a toutes les 10. Enfin bon, il y a tous les troubles. Peut-être qu'il y aurait eu un... bien sûr. Alors, à l'époque... il aurait peut-être trouvé autre chose. Enfin, le médecin aurait dit autre chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais poser une autre terminologie. Alors, comment est-ce que ça... Alors, il n'y avait peut-être pas de groupe de parole à l'époque, ni de Facebook, mais je ne sais pas à quel point ça aurait pu le rattacher comme ça à d'autres, mais peut-être. Je pense que Freud... Il me semble que Freud aurait essayé de... je parle à sa place, là, mais bon. Il aurait peut-être essayé de voir s'il s'agissait d'une conversion hystérique, auquel cas il aurait dit que c'est une hystérie. C'est parfois ce qu'on a pu dire sur la fibromyalgie, hein, quand les médecins disaient c'est dans la tête, c'était renvoyé à un côté hystérique avec le mépris toujours des signifiants qui sont donnés pour rejeter ce qui fait qu'on ne comprend rien. C'est intéressant que des gens justement aient pu mettre un mot fibromyalgie parce que on n'arrivait pas à voir que c'était du côté de l'hystérie. Et puis, Freud aurait pu dire aussi, si ce n'est pas une hystérie, c'est peut-être de l'hypocondrie. Voilà, une hypocondrie qui aurait pu avoir une problématique plus narcissique. Donc, au fond, nous, ce qu'on voit, c'est que cette douleur-là, qui n'a pas de fondement organique, elle fait appel à quelque chose d'une fonction, en fait. Mais ça, c'est vrai que Freud ne parlait pas de fonction. Si, la fonction du symptôme, si, oui, voilà. Oui, et puis peut-être qu'il aurait parlé d'hystérie, ou peut-être qu'il se serait dit c'est une hystérie bizarre parce qu'il n'y a pas de refoulement, il aurait fouillé, quoi. Il aurait dit, c'est comme avec l'homme au loup, il cherchait, quoi. Il cherchait. Mais on lui demandera. Moi, c'est par rapport à la clinique et à cette fameuse créativité dont vous parliez. J'ai bien compris qu'on n'allait pas accompagner la personne en fonction de sa structure de la même façon. Une fois que le patient, Rémus, il a pu mettre le mot qui fait que son corps tient, et psychique aussi, hein, donc il tient debout, et bien, on fait quoi? C'est-à-dire, le névrosé, j'imagine que lui, il va venir, il va chercher à comprendre, il va élaborer, on va l'accompagner, on va peut-être déplacer, tout ça, ça me paraît facile. La structure facile. Enfin, ça me paraît. Non, dans mes représentations, accessible. Mais quand vous dites qu'il faut faire preuve de créativité. Il faut faire preuve de créativité. Parfois, si le patient n'a pas de solution, parfois, il peut saisir... quand on lit certains cas cliniques, moi, je me souviens d'une collègue qui avait parlé d'une jeune patiente psychotique, et elle lui avait fait des propositions comme ça au niveau des formations. Vous pourriez peut-être ou travailler avec ceci, ou faire cela, ou faire cela. Et le patient s'était saisi de ça. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas empêchée de faire des suggestions. Vous faites ça avec un névrosé,
Alors, évidemment, c'est tout autre chose. Parce que le névrosé, il n'est pas du tout dans le transfert de ce même côté-là. Vous faites une suggestion, il peut suivre ça de façon tout à fait voilà, en bon élève, pour plaire, et pas pour arrêter quelque chose de ce qui est mouvant chez lui, comme chez le patient psychotique. Donc c'est en cela qu'on n'a pas du tout la même attitude ou le même rapport. Je me permets, je m'autorise à dire des choses à des patients psychotiques, parfois, des choses qui sont parfois d'ailleurs extrêmement banales sur le quotidien de la vie, que je ne dirais pas à un patient névrosé, parce que c'est pas du tout la même visée. Là, au niveau de l'invention, au fond, on voit que la patiente, elle invente quelque chose. Elle invente, à partir de ce mot donné, une manière de pouvoir juguler cette jouissance qui l'envahit, cette jouissance délétère. De même que la douleur, c'est une invention, au fond, pour lui permettre de se faire un nom, hein, de nommer quelque chose. Ça la contient quand même, la douleur, la ficelle quelque part. Mais pour ce qui concerne l'invention au niveau du thérapeute, je prendrai un exemple. Par exemple, une fois, on m'avait confié, c'était des éducateurs qui m'avaient confié qu'il y avait un enfant qui... Ça devenait insupportable de donner cours avec les cours avec lui, parce qu'il rentrait toujours avec sa mobilette dans la classe. Il faisait... Et puis il faisait le tour comme ça dans la classe. C'était insupportable pour les éducateurs. Il n'y avait aucun moyen pour l'arrêter. Il leur disait tais-toi, etc. Et ça ne marchait pas. Et il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui dis écoutez, vous lui dites simplement en classe, on ne rentre pas avec la mobilette. Et le gamin, alors il dit c'est quoi ce truc-là? J'ai été 15 jours après pour l'analyse des pratiques. Ils me disent écoutez, c'est fou. Avant de rentrer en classe, on lui dit tu poses ta mobilette. Il l'a posée, et puis il est rentré, il n'y avait plus de mobilette. C'était une manière d'inventer, au fond, que cet objet mobilette était quelque chose qui était important pour l'enfant. Il n'était pas question de lui dire tu joues avec, parce que c'est un enfant psychotique. C'est pas un jeu de faire ça, c'était dépose un peu cet objet-là, dépose-le, quoi. Mais ça fait partie de toi, on le reconnaît. Oui, c'est une manière d'inventer, ça, par exemple. De ne pas être dans le discours, par exemple, éducatif, etc. Mais là, voilà, c'était tenir compte que la mobilette, c'était une partie de lui. Et oui, mais ça ne rentre pas dans la classe. Voilà. C'est une manière d'inventer une façon d'intervenir auprès de jeunes psychotiques ou de patients psychotiques. Il y en a d'autres. Je me posais des questions sur l'utilisation du symbolique du psychotique, du coup. Là, pour la fibromyalgie, on voit que c'est un signifiant qui vient de l'autre. Et il fait aussi une autre utilisation du signifiant. À un moment, il fait un néologisme, il parle de non-vie. Dans quel cadre est-ce que, on va dire, est-ce qu'à la place de ce néologisme, est-ce qu'il aurait pu aussi avoir un signifiant qui venait de l'autre, qui aurait pu remplir la même fonction? Quelle est la différence, au fond, entre les deux? Et j'aurais eu aussi une remarque, on va dire, par rapport à tout ce qui est créatif ou d'invention par rapport au travail avec le psychotique. Au fond, on pourrait dire qu'il y a presque une restauration narcissique, enfin, dans le sens où il y a quelque chose qui se dessine, en tout cas, pour ce patient. Et on n'a pas du tout travaillé, on va dire, sur l'aspect narcissique à la base. Enfin, c'était pas du tout, on va dire, le cœur du travail. Et au final, on voit des effets qui apparaissent chez le patient, qui le soulagent, alors qu'on n'a au départ pas du tout insisté dessus. Enfin, c'est le patient qui a amené d'autres choses. Oui, alors pour répondre à votre première question, en fait, c'est le sujet, c'est le patient qui se saisit d'un signifiant et qui va lui donner une certaine fonction. Donc, alors c'est vrai qu'il amène, oui, il dit que c'est une non-vie au moment où il était dans ces périodes d'asthénie, enfin là, ficelé au lit, bon, une non-vie, bon. Il s'en est pas, enfin, il l'amène, mais pour décrire un peu, en tous les cas, la façon dont il a ressenti les choses, mais
Mais ça n'a pas du tout la fonction. On voit bien, il ne le réutilise pas, puis ça ne l'organise pas. Enfin, voilà. Donc, c'est à partir de là c'est lui qui amène ce signifiant. Voilà. C'est pas à nous d'en décider. Là, c'est le patient qui s'en saisit ou pas. Le signifiant fibromyalgie. Pour lui donner cette fonction. Concernant votre deuxième question, qu'est-ce que c'était déjà? Je ne sais plus. Ah oui, la restauration narcissique. Tout dépend. Ouais, moi, je sais pas très bien ce que vous entendez par restauration narcissique, parce que oui, clairement, enfin, il dit bien que la fibromyalgie, ça lui permet de se constituer un moi. Voilà, un peu morcelé quand même. Hein. Voilà. C'est des morceaux, il dit bien des morceaux de corps, mais ça permet quand même de constituer, de se faire un corps. Donc restauration narcissique. Ouais, oui, il y a des effets sur l'imaginaire, mais on voit bien que ça passe par un signifiant, puis ensuite le transitivisme comme ça à d'autres aussi, enfin, à la fois par le biais de la jouissance et puis aussi la localisation de la jouissance et puis par le biais du transitivisme à l'autre. Alors, chez les patients psychotiques, on peut repérer souvent quel est le signifiant qui peut occuper cette fonction-là. Mais c'est de façon indirecte, voilà, dans l'après-coup, je ne sais pas comment dire ça, mais ou après, là, quand je vous parlais tout à l'heure de la collègue, voilà, qui propose comme ça, il dit, voilà, sur le plan professionnel, on pourrait y faire ceci, cela, puis le patient, tac, il saisit d'un mot plutôt qu'un autre, et puis du coup, il va se constituer un moi à partir de ce mot-là, en faire un projet professionnel, enfin, voilà, mais c'est sans que ce soit, je ne sais pas, c'était une restauration narcissique, enfin, un travail sur la faille narcissique. Enfin, bon. Non, c'est pas dans le sens où justement, il y a des effets qui apparaissent, on va dire, qui sont du côté de l'imaginaire, qui apportent un soulagement au patient, et qui n'est pas du tout, on va dire, dans le sens où parfois on peut dire, on va faire un travail sur la confiance en soi, on va travailler sur oui, mais ça, oui, la confiance en soi, oui, d'accord. Ouais, on renforce quelque chose du côté de l'amour de soi, ou de la confiance en soi, ou de l'affirmation de soi, ou quelque chose comme ça. Ouais, non, là, on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Ça montre la méconnaissance qu'il y a de la manière dont se constitue le sujet. Ce que je signalais tout à l'heure, parce que finalement, ce que vient faire l'intervention du signifiant fibromyalgie, il vient comme prendre la fonction d'un trait unaire qui se repère dans le miroir. De même que dans la relation au miroir, dans la relation avec l'autre, dans l'axe AA', le parent qui dit à l'enfant voilà, dans le miroir, je te reconnais, c'est toi, il y a une nomination qui vient de l'autre, et où l'enfant, par l'amour qu'il a pour le parent, peut s'y reconnaître aussi. Il y a une nomination, il y a une traversée dans le miroir, axe A', il y a une traversée du symbolique, et où l'enfant peut saisir quelque chose qui est ce trait unaire. Et on voit bien, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette personne-là, il n'y a pas ce trait unaire qui vient permettre justement d'unifier, en même temps de mettre de l'ordre dans les signifiants, mais de lui constituer un corps. C'est des morceaux de corps qu'elle constitue. Là, il y a l'épaule, ça existe. Il y a ceci, ça existe. Il n'y a rien qui vient s'unifier en tant qu'image totale, de gestalt totale, quoi. Mais il faut cette traversée de l'axe A'. C'est le nouage réel, symbolique, imaginaire. Et là, on voit bien que l'imaginaire, il fout le camp, parce qu'effectivement, il n'y a pas cette mise en place du trait unaire. Alors que dans la paranoïa, ce n'est pas un nouage qui existe, c'est les trois registres qui se superposent les uns aux autres.
Bon, on a pas mal jargonné, quand même. On va vers Lacan. Oui, on va vers Lacan, oui. Parce qu'il faudrait quand même passer de traverser de l'axe imaginaire, présenter le schéma L, enfin bon, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Mais... On peut revenir aussi à Freud. Je pensais à ce qu'écrit Freud de le moi comme projection du corps. Et il y a quelque chose qui s'entend chez ce patient de cet ordre-là, dans ce que tu soulignais, Thierry, des différentes parties du corps, hein, qui sont d'abord qui apparaissent avec la douleur et qui ensuite sont nommées et sont partiellement unifiées avec le signifiant fibromyalgie, et où ça vient donner quelque chose qui est pas un moi unifié, mais qui est avec le symptôme un moi prothétique, une prothèse. Voilà. Oui, parce que ça c'est quand même intéressant. Enfin, Freud, même chez le patient névrosé, ne voit jamais enfin, en tous les cas, il ne décrit pas un moi qui serait unifié, où l'unité vient seulement de l'image. Enfin, en tous les cas, c'est ce que relève Lacan. C'est-à-dire, sinon, le moi sur le plan identitaire, ça reste toujours extrêmement parcellaire. Il y a plein de choses qui se contredisent, enfin, des identifications qui se contredisent comme ça chez le patient névrosé, et c'est pas un moi comme ça unifié, compact. Parce qu'il y a beaucoup de thérapies aussi qui visent à restaurer cette unité du moi, comme ça, qui est un truc un peu idéalisé quand même, parce que bon, on sait identifier, enfin même le sujet névrosé s'est identifié à tout un tas de figures tout au long de sa vie, et puis parfois des figures très contradictoires, enfin prélever des traits très contradictoires. Ouais. Il y a un point, moi, qui me semble aussi important. Alors, on voit bien entre les nouages ou le fait d'être, j'ai plus le terme, pas enchaîné, mais au lit. Ficelé. Ficelé, voilà. Il y a aussi la question du lien social. C'est-à-dire qu'à travers cette question de la fibromyalgie, il y a aussi la participation à des groupes sur Facebook qui lui permettent de dire « moi j'ai ça, et c'est un partage autour de ça. Et du coup, que cette invention-là, elle vient aussi faire le lien social, sans quoi, sans doute, ça fonctionnerait quand même beaucoup moins bien. On retrouve ça aussi, moi je pensais à un patient qui construisait une fusée dans son jardin, mais on n'imagine pas le lien, enfin, à travers ça, alors qui était un truc délirant, mais la façon dont ça lui permettait aussi d'être en lien. Et sans doute ce qui faisait que pour lui ça tenait. Ouais. Voilà. Et puis on sait que chez le patient schizophrène, le lien à l'autre, c'est fragile. Ouais. Donc je ne l'ai pas précisé, mais dans la notion de psychose ordinaire ou psychose discrète, évidemment, même si ce diagnostic-là est posé, il faut faire encore un pas de plus, c'est-à-dire quel type de psychose, hein, puisqu'on retrouve schizophrénie, mélancolie ou paranoïa. Voilà, c'est pas, on ne s'arrête pas à la notion de psychose discrète ou ordinaire. Enfin. Oui. Venez sinon ici peut-être. Sinon je peux parler fort. Parlez fort. Attendez voir le micro et qu'on puisse vous entendre quand même. Du coup, on est un peu dans le chat de Schrödinger. Enfin, j'y pensais tout à l'heure avec les bébés qui se laissent dépérir si on ne les regarde pas. Et la fonction aussi de la fibromyalgie qui est enfin nommée pour lui. J'ai l'impression que c'est vraiment cette fonction-là que ça le sort de cette... Enfin, il est mort et vivant à la fois, tant qu'il n'y a pas ce mot qui est posé. Comme pour le chat, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Alors, c'est pas inintéressant votre remarque. Il faudrait que je mouline un petit peu tout ça. Mais la question... Alors,
quel est le chat de Schrödinger? Est-ce que c'est un chat réel? Est-ce que c'est un chat imaginaire ou est-ce que c'est un chat symbolique? Enfin, moi, je poserais aussi cette question-là. Comment ça... Parce que pour les mathématiques, ça peut-être que la question de la nomination se pose, de ce qui est entendu en tous les cas par l'objet qui est dans l'équation mathématique, à quel registre ça renvoie. Ça, c'est... Je sais pas. Il faudrait creuser la question. Mais... Et j'avais une autre question du coup. Je me demandais comment on savait qu'une personne prenait vraiment la métaphore au mot et que c'était pas elle qui en jouait. Parce que moi, personnellement, de prime abord, j'ai pas tout de suite saisi qu'il le prenait au mot et je pensais juste que il était dans le théâtre. Alors, il y a plein... Vous pouvez tout à fait avoir des patients psychotiques qui utilisent la métaphore, qui la prononcent. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'elle ne le dit pas. Il ne le dit pas, il montre comme ça avec le doigt. Après, la façon dont c'est entendu, là, ça va être très, très, très différent pour un patient névrosé et pour un patient psychotique. Des fois, ça se repère dans des façons un petit peu décalées d'employer la métaphore. C'est-à-dire qu'il va se tromper sur la formulation parce que souvent les expressions métaphoriques, elles sont, sont des termes précis qui renvoient à des mots bien précis. Puis l'usage va être un tout petit peu décalé. Je me souviens d'un patient qui disait oui, il faut que je trouve la chaussure qui convient à mon pied. Voilà, donc c'est un tout petit peu décalé par rapport à l'usage métaphorique, à l'expression habituelle métaphorique, trouver chaussure à son pied. La façon dont il le dit, ça sonne un petit peu bizarre, comme ça. Ça peut être des indices discrets comme ça. Bon, c'est pas suffisant pour poser un diagnostic structurel, évidemment, mais voilà. Quand elle dit « je l'ai sur le bout de la langue », elle ne le dit pas comme quelqu'un qui sent que le mot, il est là, et puis qu'il y a quelque chose qui ne sort pas. Elle, c'est parce qu'elle n'a pas le mot. Et elle signale par là qu'elle n'a pas quelque chose qui vient justement permettre de pouvoir d'avoir accès à une métaphore, comme l'est justement l'expression « je l'ai sur le bout de la langue » ou d'autres métaphores. Elle n'a pas cette possibilité de substitution, mais en même temps, elle signale qu'elle n'a pas le mot. Il n'y est pas. Ça tombe pas, sauf que la seule chose qu'elle peut faire, c'est vomir ce qui ne vient pas. Ça reste dans le corps. Ça reste dans le corps. Après, votre remarque, c'est vrai, sur le chat, je trouve le chat qui est en même temps mort et vivant, elle aussi, elle est en même temps morte et vivante. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui vienne animer. Au moins, ce mot de fibrose, c'est dû l'animer, puisqu'elle a dit que ça l'avait... Avant, elle était un zombie et qu'après, elle était plus légère. Je ne sais plus comment elle a dit ça. Elle se sentait comme plus vivante, oui. Oui, il y a un moment. Ça m'a soulagé. Nous nous arrêtons là pour cette année. Et donc nous vous remercions de votre présence et de votre assiduité. Nous nous retrouverons... alors oui, nous nous retrouverons, si vous le souhaitez, l'année prochaine, parce que vous avez peut-être vu passer un mail qui offrait la possibilité de l'interaction, c'est-à-dire de choisir et de participer au choix du thème de l'an prochain. Vous pouvez nous faire part de ce qui vous intéresserait parmi les deux propositions que nous vous avons envoyées. C'est important pour nous aussi,
pour savoir un petit peu comment nous allons orienter les suites de nos travaux. Et puis, c'est important aussi pour nous de savoir, de connaître votre implication. Parce que vous êtes là quand même, samedi matin, il fait beau. Et vous êtes là, alors pour nous aussi il fait beau, mais vous êtes là avec nous. Donc c'est que c'est important, c'est qu'il y a quelque chose là qui vous parle, comme à nous. Et voilà, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour nous, c'est important. Et on imagine bien que ça l'est également pour vous. Et la semaine prochaine, nous nous verrons à la librairie Autour du Monde à Metz pour une petite présentation que nous ferons du premier ouvrage du séminaire, Les chemins psy, du symptôme hostile. Et ça sera donc une rencontre et une signature à 18h30. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que là c'est la fin de cette année, on est déjà dans la réflexion alors, avec vous sur le fonctionnement de l'année prochaine. Alors vous avez vu cette année qu'il y a eu différentes personnes qui sont intervenues, notamment sur la partie clinique, et je pense que c'est aussi important que vous puissiez vous saisir de cet espace-là pour venir exposer quelque chose de votre clinique à vous, et la mettre aussi en discussion, comme Barbara l'a fait par exemple ce matin. Eh bien, merci à tous et on vous souhaite un bel été. Voilà.